Parlons santé maintenant. Vous le savez, malheureusement, le Québec est le champion des diagnostics de troubles de déficit d'attention, TDAH, comme vous le savez, et aussi, malheureusement, de médicaments qu'on donne à nos jeunes pour tenter de contrôler ce phénomène-là. Mais la presse nous apprenait ce matin un autre élément assez troublant, merci, que dans certains cas, il y a des firmes privées en santé, des cliniques, qui font des diagnostics virtuels. En moins d'une heure, donc, un jeune peut diagnostiquer avec TDAH et recevoir de la médication ensuite. Ça soulève beaucoup de questions, beaucoup de réactions, entre autres chez les parents qui nous écoutent, je le sais. On va en parler tout de suite avec Dr Benoît Amarangé, qui est neuropsychologue, spécialiste évidemment de ces questions. Bonsoir, docteur. Merci d'être avec nous. Dites-moi, on a raison à la fois d'être troublé, de se surprendre, d'apprendre qu'on peut diagnostiquer virtuellement à travers un écran un jeune et éventuellement lui prescrire des psychostimulants. Bien, il faut certainement se préoccuper de l'espèce de révolution fast-food de la santé mentale. C'est pas quelque chose qu'on peut évaluer rapidement, un TDAH, on ne peut pas tourner les coins ronds. Le fait que ce soit en ligne, c'est pas tant ça le problème. Il y aurait moyen d'augmenter l'accessibilité au diagnostic, par exemple pour des gens en région, avec des services offerts en ligne par des médecins ou des professionnels compétents. Le problème qui semble plus présent ici, c'est la longueur ou le manque de longueur, je devrais dire, des diagnostics qui sont faits dans des périodes très courtes, en une heure, en ligne. Oui, c'est ça, parce que je me dis, s'il y a des cas où ça nécessite pratiquement un contact, sauf exception, puis on peut le comprendre en raison de l'éloignement, par exemple, mais un contact entre un professionnel et un patient, c'est ce genre de diagnostic. Donc, vous aussi, là, au fond, est-ce qu'on tourne les coins ronds carrément? Oui, bien, rappelons-nous un petit peu là, les dernières années. Là, en 2018 ou 2019, il y a une quarantaine de pédiatres au Québec qui ont sorti une lettre ouverte dans les médias pour dire qu'il y a trop de diagnostics de TDAH et beaucoup trop de médication. Les statistiques nous disaient à ce moment-là que chez les ados et pré-ados, on avait 14 de jeunes qui étaient médicamentés. Suite à cette lettre-là des médecins, une lettre ouverte, on a eu une commission parlementaire du gouvernement qui a rencontré des spécialistes pour savoir mais qu'est-ce qui se passe au Québec avec ça? Comment ça se fait qu'il y a tant de diagnostics chez nous? Et les conclusions du gouvernement ont été à ce moment-là, il y a trop de diagnostics, il faut resserrer les critères diagnostiques, resserrer la pratique et resserrer aussi les critères pour arriver à une prescription. Alors, dans ce contexte-là, où on s'est déjà dit, il y a quand même 5 ans, qu'il y avait un problème, qu'il y avait du surdiagnostic, d'arriver avec des diagnostics en ligne en, par exemple, une heure, qui sont faits basés, pour la plupart, sur une liste de critères que les parents doivent cocher. Basés sur une liste de critères, c'est une pratique qui augmente le risque de faux diagnostics et qui augmente cette tendance-là qu'on observait bien il y a 5 ans et qui est encore bien présente aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut penser de manière objective et scientifique qu'on prescrit des psychostimulants à des jeunes qui ne devraient pas en avoir? On est obligé de conclure ça. J'ai eu accès aujourd'hui à des nouvelles statistiques, qui sortaient que juste chez les adolescents au secondaire, les garçons adolescents, jusqu'à 22 étaient traités par psychostimulants pour traiter un TDAH. 22 on est entre 1 sur 5 et 1 sur 4, là. Alors que l'attente devrait être, puis c'est bien connu qu'elle devrait être la prévalence à travers le monde, tous les pays, toutes les époques, c'est à peu près pareil partout. On est autour de 5 à 7 Donc, ça devrait être ça au Québec également, à 22 c'est sûr qu'il y a du faux diagnostic. On est 4-5 fois trop médicamentés chez les jeunes, mais je vous avoue, ça secoue. Dites-moi, l'impact là, pour un jeune de recevoir ce médicament-là alors qu'il n'en a pas besoin, c'est quoi? Bien, alors, c'est ça. Il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose à faire à la légère, cette médication-là, en ce sens que le raisonnement, on l'essaye puis on voit si ça marche, n'est pas nécessairement un bon raisonnement parce qu'il y a des effets secondaires à la médication. Chez un jeune, en fait, la première chose, si on l'essaye sans avoir le bon diagnostic, on passe peut-être à côté du vrai problème, qui pourrait être, par exemple, de l'anxiété, un trouble d'apprentissage, d'autres enjeux chez le jeune. On passe à côté du vrai problème, donc on ne le traite pas. Le traitement pharmacologique, lui, avec des psychostimulants, peut avoir des effets secondaires, comme par exemple augmenter l'anxiété chez un jeune qui en ressent déjà. On va augmenter le problème, alors qu'on ne le traite pas, on empire ce problème-là qui, lui, vient drainer de l'attention. L'enfant anxieux est drainé au niveau de son attention.
On peut également occasionner des difficultés d'endormissement le soir, donc une perte de sommeil. Chez un jeune, pour réussir à l'école, le sommeil est tellement important. On peut également instaurer des pertes d'appétit chez un jeune en pleine croissance. Alors, on peut également avoir cette perte-là. Donc, il y a des effets secondaires à médicamenter. En terminant, docteur, parce que je vous écoute, je me mets dans les souliers des parents qui nous écoutent. Bon, évidemment, les jeunes, des jeunes adolescents, souvent, je me dis que, bon, il y a des comportements qui viennent avec son âge, avec son état. Et là, c'est comme devenu l'option de la facilité, là. Tu sais, TDAH, et puis on te prescrit ça. Mais en même temps, comment les parents doivent se comporter quand leur enfant, bon, tu te poses des questions, tu n'es pas trop sûr. C'est difficile de voir un professionnel comme vous aussi assez régulièrement. Donc, de toute évidence, on choisit la facilité avec le médicament au Québec. Mais comment les parents doivent aborder ça maintenant? C'est pour ça qu'on parle tant du déficit d'attention, parce qu'il y a une solution facile comparativement à d'autres troubles que vous n'entendez pas parler, comme la dysphasie réceptive, qui peut occasionner des difficultés d'attention, par exemple, où il n'y a pas de médicament. Euh, Qu'est-ce que les parents doivent faire? Écoutez, on doit avoir un bon diagnostic avec un professionnel qui va prendre le temps de le faire. Pour nous, en neuropsychologie, un diagnostic, ça prend autour de 6 heures avec l'enfant et les parents. Plus du temps qu'on met à l'extérieur là, pour rédiger notre rapport et corriger les tests qu'on a passés. On passe des tests, on met à l'épreuve l'attention de l'enfant. Ça doit être fait de façon rigoureuse et l'enfant doit être encadré de façon rigoureuse également. Il n'y a pas que la médication, il peut y avoir du coaching parental qui peut aider également à encadrer des comportements difficiles, par exemple, chez un jeune, ou de l'orthopédagogie qui peut aider la réussite scolaire chez un jeune. Donc, ce sont d'autres approches qui peuvent être utilisées. Mmh. On prend note, je prends note. Merci beaucoup au docteur Amaringuer d'avoir été avec nous au bilan. Merci pour votre éclairage.